L'air tremble, mais il n'y a pas de vent. Dans le grand hall, les lustres de cristal, immobiles depuis des décennies, semblent vibrer d'une énergie contenue, captant une lumière qui n'existe plus. Le silence ici n'est pas une absence de son, mais une présence palpable, une force qui pèse sur les boiseries sombres et les tapisseries flamandes. C'est un silence fait de pas effacés, de conversations éteintes, de musique oubliée. Chaque couloir s'étire comme les côtes d'un organisme oublié, où la poussière s'accumule sur les rampes d'escalier comme une fine couche de mémoire. Nous sommes à Biltmore Estate, dans les montagnes des Appalaches, en Caroline du Nord. C'est ici, au crépuscule de l'âge d'or américain, qu'a été érigé le plus grand rêve privé du pays. Ce que ces murs s'apprêtent à révéler, ce n'est pas l'histoire d'une fortune, mais le récit silencieux de son coût. Pénétrer dans la bibliothèque, c'est entrer dans le cœur solitaire du domaine. La lumière, filtrée par de hautes fenêtres gothiques, dessine des faisceaux dorés dans l'air immobile, révélant des milliards de particules de poussière en suspension. L'odeur du cuir, du papier ancien et de la cire froide imprègne l'atmosphère. 2 étages de rayonnage en noyer abritent plus de 10 000 volumes, la plupart jamais ouverts. Leur reliure parfaite forme une mosaïque de savoir et de culture, un rempart contre le monde extérieur. Au centre de la pièce, une cheminée monumentale en marbre, assez grande pour qu'un homme s'y tienne debout, reste flambée vide. Cet espace n'a pas été conçu pour la vie, mais pour la contemplation d'un idéal. C'est un sanctuaire bâti pour un seul fidèle, un temple du savoir transformé par le temps en un mausolée de l'ambition. Au centre de cette vision se trouve un homme, George Washington Vanderbilt II. Héritier d'une des plus grandes fortunes d'Amérique, il est pourtant une anomalie dans sa propre dynastie. Contrairement à son grand-père, le Commodore Cornelius Vanderbilt, un maniaque impitoyable des chemins de fer, George est un intellectuel discret, un linguiste, un collectionneur passionné. Il est né dans une opulence si vaste qu'elle semble abstraite, mais il est animé par une quête silencieuse, laisser une trace qui ne soit pas faite d'acier et de profit, mais de beauté et de permanence. Il ne cherche pas à conquérir le monde industriel, il veut en construire une version idéalisée, un refuge contre la vulgarité d'une modernité qu'il méprise. Biltmore sera cette forteresse, l'expression ultime de sa vision, mais aussi, sans qu'il le sache encore, sa magnifique et dévorante prison dorée. Tout commence par un paysage. Loin de l'agitation de New York et de Nopart, George Vanderbilt découvre la beauté sauvage des Blue Ridge Mountains. C'est ici, sur cette toile de fond grandiose, qu'il décide de planter son rêve. Il n'achète pas un terrain, il acquiert un territoire, près de 125 000 acres de forêt et de montagnes, un domaine de la taille d'une petite principauté européenne. Pour donner forme à son ambition démesurée, il engage l'architecte le plus en vue de l'époque, Richard Morris Hunt. Le projet est sans précédent sur le sol américain, transplanter l'élégance et la majesté d'un château de la Loire, comme Chambord ou Blois, au cœur des Appalaches. Biltmore ne sera pas une simple résidence, mais une déclaration de suprématie culturelle, un monument destiné à asseoir le nom de Vanderbilt, non plus seulement comme synonyme de richesse, mais aussi de raffinement absolu. La construction elle-même est une opération pharaonique, une guerre menée contre la logique et la nature. Pendant 6 ans, une armée de plus de 1000 artisans et ouvriers travaille sans relâche. Une ligne de chemin de fer privée de 5 km est construite uniquement pour acheminer les tonnes de calcaire de l'Indiana, le marbre d'Italie et les ardoises du toit. Une briqueterie et un village entier sont érigés sur place pour loger les travailleurs. Sous sa peau de style châteauesque, Biltmore est une merveille de technologie. Il est entièrement électrifié dès son inauguration, doté de chauffage central, de 2 ascenseurs, d'un système de réfrigération et de plomberie complexe. Chaque pierre sculptée, chaque fenêtre installée représente une fortune. Les grands livres de comptes, tenus avec une précision méticuleuse, montrent une hémorragie financière constante, absorbant une part toujours plus grande de l'héritage de George. Mais le coût humain, lui, n'est inscrit dans aucun registre. Le manoir est achevé en 1895, au zénith d'une époque que l'écrivain Mark Twain a bâtie avec une ironie mordante l'âge d'or.
C'est une période de contradictions violentes, une industrialisation explosive et une misère urbaine sans précédent, des fortunes colossales bâties sur l'acier, le pétrole et les chemins de fer, et une absence quasi totale de régulation étatique. Pour la nouvelle élite américaine, les Vanderbilt, les Astor, les Carnegie, la richesse n'est pas seulement un moyen, c'est une feinte en soi, une arme dans une guerre de prestige où les champs de balles de nos portes et les façades de la 5e avenue. Dans cette course à l'ostentation, Biltmore est un coup de maître. Ce n'est pas seulement une maison plus grande, c'est une affirmation d'une légitimité culturelle et historique que l'argent seul ne peut acheter. C'est une tentative de greffer une lignée aristocratique sur un arbre généalogique dont les racines sont purement commerciales. Pour matérialiser cette ambition, George Vanderbilt s'adresse à Richard Morris Hunt, l'architecte attitré de l'hyper-richesse américaine. Formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, Hunt est le passeur par excellence, celui qui traduit les fantasmes européens de ses clients en pierre et en marbre américain. Le style qu'il choisit pour Biltmore, le châteautesque, est une citation directe et délibérée des châteaux de la vallée de la Loire, notamment ceux de Blois et de Chambord. Ce n'est pas un simple hommage, mais une appropriation calculée. En important l'esthétique de la Renaissance française, Vanderbilt et Hunt ne construisent pas seulement une résidence, ils importent un héritage. Chaque tourelle, chaque gargouille, chaque toit d'ardoise pentue est un symbole, une déclaration que la dynastie Vanderbilt, bien que nouvelle, peut rivaliser en goût et en grandeur avec les anciennes monarchies d'Europe. L'architecture devient un langage, une preuve de noblesse acquise. Un tel projet n'est possible que dans un paysage économique aujourd'hui disparu. À la fin du XIXe siècle, il n'existe pas d'impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis. Les fortunes peuvent s'accumuler et se dépenser sans entrave. L'héritage de George Vanderbilt, bien que substantiel, n'est qu'une fraction de la fortune totale de la famille, mais il représente des dizaines de millions de dollars, une somme presque inconcevable. Pourtant, dès le début, Biltmore se révèle être un gouffre financier d'une ampleur inattendue. Les coûts de transport des matériaux, le salaire de milliers d'artisans, l'achat d'œuvres d'art et de mobilier en Europe, tout dépasse les estimations initiales. La construction seule absorbe l'équivalent de plus de 150 millions de dollars actuels. Le manoir est une économie à lui seul, mais une économie entièrement tournée vers la dépense, pas le profit. C'est un monument bâti sur la conviction que la source de la richesse est inépuisable, une conviction qui sera bientôt mise à rude épreuve. Derrière la façade spectaculaire de la vie aristocratique se cache une machine humaine complexe et invisible. Pour faire fonctionner Biltmore, une armée de près de 80 domestiques est nécessaire, sans compter les centaines d'employés travaillant sur le domaine. La maison est organisée selon une hiérarchie aussi rigide que celle d'une cour royale. Au sommet, le majordome et l'intendante règnent sur leurs départements respectifs. En dessous, une cascade de valets, de femmes de chambre, de cuisiniers, de blanchisseurs et de garçons d'écurie. Leurs vies sont entièrement dédiées au confort des Vanderbilt et de leurs invités. Ils habitent des quartiers de service, utilisent des escaliers dérobés et des couloirs de service, se déplaçant dans le manoir comme des fantômes. Leur travail incessant, rythmé par le son des cloches d'appel, est le rouage essentiel qui permet à l'illusion de la perfection de perdurer. C'est le coût humain, silencieux et discipliné, de la grandeur. La vision de George Vanderbilt dépasse cependant la simple construction d'une demeure luxueuse. Il rêve d'un domaine autosuffisant, une sorte de fief féodal modernisé. Biltmore n'est pas seulement une maison, c'est un projet de société à échelle réduite. Il fait appel à Frederick Law Olmsted, le concepteur de Central Park, pour aménager le paysage, et à Gifford Pinchot, futur chef du service des forêts des États-Unis, pour gérer les 125 000 acres de forêt de manière scientifique. Il crée des fermes modèles, une laiterie, une pépinière, et même un village, Biltmore Village, pour loger les employés du domaine. Cette ambition est révélatrice de la mentalité de l'époque, une volonté de contrôle total sur son environnement, une tentative de créer un ordre parfait, rationnel et esthétique à l'abri du désordre et de la laideur du monde industriel. C'est une utopie personnelle, une forteresse contre la modernité. Ainsi, Biltmore naît d'une convergence unique de facteurs. Une fortune immense, une ambition culturelle démesurée, un contexte économique permissif et une vision quasi utopique. Le manoir est le point culminant d'une ère, l'expression la plus aboutie du pouvoir de l'argent américain. Mais il est aussi intrinsèquement fragile. Sa survie dépend entièrement de la fortune et de la volonté d'un seul homme.
Construit pour durer des siècles comme ces modèles européens, il n'est pas conçu pour résister aux changements économiques et sociaux qui s'annoncent. L'introduction imminente de l'impôt sur le revenu, les fluctuations des marchés financiers et la simple réalité de la mortalité humaine sont des menaces que la pierre et le marbre ne peuvent repousser. Le rêve de permanence de George Vanderbilt contient dès sa conception les germes de sa propre vulnérabilité. Le temps, qu'il cherchait à maîtriser, deviendra bientôt son adversaire le plus redoutable. George Washington Vanderbilt II est le cœur et l'âme de Biltmore, mais aussi sa première victime. Homme d'une sensibilité quasi maladive, il évolue dans l'ombre écrasante d'une dynastie bâtie sur la force brute et le pragmatisme commercial. Son obsession pour la beauté n'est pas un simple caprice d'héritier, mais une quête désespérée d'identité, une tentative de se distinguer de ses ancêtres et de ses frères dont les ambitions se mesurent en kilomètres de voies ferrées et en tonnes d'acier. Il est à la fois visionnaire et reclus, capable d'imaginer un projet d'une envergure colossale, tout en cherchant à s'y réfugier du monde. Sa timidité et sa nature contemplative le rendent inapte à la gestion impitoyable qu'un tel domaine exige. Pour lui, l'enjeu est existentiel. Biltmore doit être la preuve tangible que son existence a un sens au-delà de l'argent, un héritage de goût et de culture qui justifiera sa place dans l'histoire. Il y investit non seulement sa fortune, mais aussi son être tout entier. Pour traduire cette vision en réalité, George Vanderbilt se tourne vers Richard Morris Hunt, l'architecte de la démesure, le grand prêtre du style Beaux-Arts en Amérique. Hunt n'est pas seulement un bâtisseur, il est un psychologue de l'hyper-richesse, un homme qui comprend que ses clients ne commandent pas des maisons, mais des pédigrés en pierre. Formé à Paris, il est le passeur culturel qui offre à la nouvelle aristocratie industrielle américaine les symboles de la légitimité européenne qu'elle convoite. Pour Hunt, Biltmore est plus qu'un contrat, c'est le couronnement de sa carrière, l'occasion unique de déployer son génie sans aucune contrainte, ni financière ni créative. Son orgueil professionnel est immense. L'enjeu pour lui est de créer une œuvre qui non seulement éclipsera tous ses rivaux, mais qui s'inscrive dans l'histoire de l'architecture mondiale. Il partage l'obsession de Vanderbilt pour la perfection, poussant les artisans à leurs limites pour que chaque détail soit une déclaration de maîtrise et de grandeur. Dans ce drame de l'ambition masculine, entre en scène une figure de pragmatisme et de grâce, Edith Stuyvesant Dresser. Lorsqu'elle épouse George en 1898, le manoir est déjà une réalité écrasante. Issue d'une vieille famille new-yorkaise respectée mais désargentée, elle apporte à Biltmore ce qui lui manquait cruellement, une âme et un sens de l'ordre. Contrairement à son mari, rêveur et souvent dépassé par les aspects pratiques de sa création, Edith possède une intelligence sociale et une discipline de gestionnaire. Elle transforme le musée froid en un foyer, supervise le personnel avec une efficacité redoutable et tente, en vain, de maîtriser l'hémorragie financière. Son enjeu est double. D'abord, soutenir l'homme qu'elle aime et l'aider à porter le fardeau de son rêve. Ensuite, après la mort prématurée de George, préserver cet héritage magnifique mais empoisonné pour leur fille Cornelia. Elle devient la gardienne du temple, luttant avec une détermination silencieuse contre les forces qui menacent de l'engloutir. Le destin de Biltmore est aussi façonné par une rivalité invisible mais omniprésente, celle qui oppose George à sa propre famille. La dynastie Vanderbilt est un clan où la compétition est une seconde nature. Ses frères aînés, Cornelius II et William, ont déjà érigé leur propre palais sur la 5e avenue, à New York et à nos portes, des demeures comme The Breakers ou Marble House, qui sont des déclarations de puissance et de statut. Dans cette course familiale à l'ostentation, Biltmore est la réponse de George. Il ne cherche pas seulement à construire plus grand, mais à construire différemment, avec plus de goût, plus de substance intellectuelle. Son château dans les Appalaches est un acte de défi, une manière de dire que sa vision, fondée sur la culture et l'esthétique, est supérieure à la simple démonstration de richesse de ses frères. L'enjeu pour lui est de remporter cette guerre fratricide, non pas sur le terrain de la finance, mais sur celui de l'héritage culturel, un terrain où il se sent enfin légitime. Au-delà du cercle familial, Biltmore est une manœuvre audacieuse dans l'arène sociale impitoyable de l'âge d'or. Des familles comme les Astor, les Carnegie et les Rockefeller se livrent une guerre de prestige où l'architecture est l'arme principale. Chaque nouveau manoir, chaque bal somptueux est un mouvement sur un échiquier social où la perception est reine. En construisant une demeure qui surpasse en taille et ambition tout ce qui a été vu avant sur le sol américain,
George Vanderbilt ne fait pas que s'isoler. Il lance un défi direct à l'ordre établi. Il redéfinit les standards du luxe et de la grandeur, forçant les autres membres de l'élite à réévaluer leur propre statut. Pour ces forces sociales rivales, l'enjeu est de ne pas être éclipsé. Le succès ou l'échec de Biltmore est scruté avec un mélange d'admiration et de malveillance, car sa chute potentielle serait une confirmation que même une fortune Vanderbilt a ses limites. Enfin, le protagoniste le plus redoutable, celui que ni Vanderbilt ni Hunt n'avaient pleinement anticipé, est une force impersonnelle et inexorable, le changement historique lui-même. Biltmore est l'apogée d'un monde sur le point de disparaître. L'ère de la richesse non taxée, du capitalisme sans entrave et de l'aristocratie industrielle touche à sa fin. À l'horizon se profilent des changements politiques majeurs, notamment l'introduction de l'impôt fédéral sur le revenu en 1913, une mesure qui rendra l'entretien de tels domaines privés pratiquement impossible. Le manoir est un monument anachronique, un château féodal construit à l'aube du XXe siècle. L'enjeu pour cette force historique est simple, l'érosion de l'ancien monde. Le rêve de permanence de George Vanderbilt est bâti sur des fondations économiques et sociales qui sont déjà en train de se fissurer sous la pression de la modernité, faisant du temps son adversaire le plus implacable. Le concept fondamental de Biltmore n'est pas architectural, il est conceptuel. Il s'agit d'une transplantation culturelle, une tentative de déraciner un fragment de l'ancien monde pour le replanter dans le sol vierge des Appalaches. Chaque pierre n'est pas seulement un matériau de construction, mais une citation, un fragment d'histoire importé. Cette ambition frôle l'impossible dès le départ. Faire venir des artisans d'Europe, acheminer des tonnes de calcaire de l'Indiana et de marbre d'Italie vers un site isolé, sans infrastructure préexistante, représente un défi logistique et financier sans précédent. Le projet ne consiste pas à construire une maison, mais à recréer un écosystème esthétique et historique complet. C'est un acte d'une audace folle, défiant non seulement les limites de l'ingénierie, mais aussi celles de la pertinence culturelle. Le rêve est grandiose, mais il est aussi fondamentalement artificiel, une greffe magnifique sur un corps étranger. Ce rêve monumental repose sur une prémisse dangereuse, l'illusion d'une fortune inépuisable. La construction de Biltmore devient rapidement une hémorragie financière incontrôlable. Chaque décision est dictée par la quête de perfection, jamais par la raison économique. Des tapisseries du XVIe siècle sont achetées en Europe, des jardins entiers sont conçus par le plus grand paysagiste du pays, et des milliers d'objets d'art sont acquis pour remplir les 250 pièces. Les livres de comptes, tenus avec une précision glaciale, témoignent de cette fuite en avant. L'héritage de George Vanderbilt, colossal à l'origine, fond à une vitesse alarmante. Le manoir, avant même d'être achevé, n'est plus un investissement ou un symbole de richesse. Il est devenu un fardeau, une machine insatiable qui consomme la fortune même qui lui a donné naissance. La graine de la chute est semée dans chaque facture payée. Au-delà de l'argent, l'obstacle est physique. Construire un château du XVIe siècle doté de la technologie du XXe au cœur d'une région sauvage est un tour de force d'ingénierie. Il faut créer une infrastructure complète à partir de rien. Une voie ferrée privée de 5 km est construite pour relier le site au monde extérieur. Une briqueterie, des ateliers de menuiserie et même un village pour les ouvriers sortent de terre. Pendant 6 ans, une armée de plus de 1000 hommes se bat contre le terrain accidenté, les conditions météorologiques et l'isolement. L'effort humain est immense, souvent brutal. La perfection de la façade, la délicatesse des sculptures et la chaleur du chauffage central cachent la sueur, les accidents et l'épuisement de cette main-d'œuvre. Biltmore est un triomphe de la volonté, mais un triomphe qui a exigé de plier la nature et les hommes à l'obsession d'un seul. La pression n'est pas seulement financière ou logistique, elle est aussi sociale et familiale. George Vanderbilt construit Biltmore dans l'ombre de ses frères aînés, dont les palais de Newport, comme The Breakers, sont déjà des monuments à la puissance du clan. C'est une guerre froide de l'architecture, une compétition fratricide où chaque nouvelle construction doit éclipser la précédente. Biltmore se doit d'être non seulement plus grand, mais différent, porteur d'une légitimité culturelle et intellectuelle que les autres n'ont pas. Ce besoin de se distinguer pousse le projet vers des extrêmes de raffinement et de coût. Le manoir devient une réponse, un acte de défi silencieux adressé à sa propre famille et à toute l'élite de l'âge d'or. Chaque tourelle, chaque volume rare dans la bibliothèque est une affirmation de supériorité, rendant toute forme de compromis ou de modération impossible. Le projet cache une ambition encore plus profonde, presque idéologique.
celle de créer un domaine féodal moderne, une utopie autosuffisante. George Vanderbilt ne veut pas seulement d'une maison, il veut un royaume. En engageant Frederick Law Olmsted pour le paysage et Gifford Pinchot pour la gestion scientifique des forêts, ils cherchent à imposer un ordre parfait à la nature. Les fermes modernes, la laiterie et le village pour les employés sont les pièces d'un système social et économique fermé, entièrement sous son contrôle. C'est une tentative de construire une forteresse non seulement physique, mais aussi philosophique, un rempart contre le chaos et la vulgarité du monde industriel moderne. Cet isolement volontaire, ce désir de maîtrise totale, révèle la nature profonde de son créateur, un reclus qui bâtit la plus grande maison d'Amérique pour mieux s'y cacher. Le rêve d'autarcie est sa plus grande illusion. Ainsi, l'impossibilité de Biltmore est inscrite dans sa conception même. Chaque élément qui fait sa grandeur est aussi une source de fragilité. Sa taille monumentale le rend impossible à entretenir. Son emplacement isolé multiplie les coûts et le détache des réalités économiques. Son ambition culturelle le transforme en un musée froid plutôt qu'en un foyer vivant. Le poids même des pierres importées d'Europe semble peser sur le sol des Appalaches, métaphore d'un projet qui n'a jamais vraiment pris racine dans son environnement. Chaque décision, prise au nom de la permanence, accélère en réalité sa course vers la crise. Le grand dessein de George Vanderbilt porte en lui les germes de sa propre ruine. Le manoir n'est pas seulement une construction, c'est un organisme magnifique mais mal adapté, dont la survie est en veine à compte dès le premier jour une question de temps. À son apogée, Biltmore est une scène parfaitement réglée, un théâtre de l'opulence où chaque geste est une performance. Le soir, la grande salle de banquet s'illumine de la lueur de centaines de bougies et des premiers lustres électriques, dont la lumière se brise en 1000 éclats sur l'argenterie et les cristaux. Des invités, venus des plus grandes familles d'Amérique, évoluent dans un murmure feutré de conversations et de rires contenus, le son de leur voix absorbé par les tapisseries flamandes du XVIIe siècle. La nourriture, servie en une succession de plats complexes, semble apparaître comme par magie. Pour les Vanderbilt, la vie ici est une démonstration de grâce sans effort, une illusion de perfection si complète qu'elle semble naturelle. Mais comme toute illusion, elle dépend d'une machinerie complexe et entièrement dissimulée, dont le fonctionnement incessant est le secret le mieux gardé du manoir. Sous les parquets de chêne et derrière les murs lambrissés, un autre monde s'active, vibrant d'une énergie frénétique. C'est le royaume des domestiques, un labyrinthe de couloirs de service, d'escaliers dérobés et de cuisines vastes comme des cathédrales industrielles. Ici, la chaleur des fourneaux est étouffante, l'air est saturé de l'odeur du charbon et des aliments, et le silence est brisé par le cliquetis des casseroles et les appels brefs du personnel. Un système de cloches électriques et de téléphones internes relie cet univers souterrain au monde d'en haut, transmettant des ordres qui mettent en mouvement une armée invisible. Chaque jour, des tonnes de linge sont lavées, des centaines de repas préparés, des kilomètres de couloirs nettoyés. Le travail est un balai incessant et épuisant, le moteur humain qui alimente le rêve de Biltmore et dont le coût en fatigue et en vies anonymes reste impensé. Au cœur de ce tourbillon, George Vanderbilt est une présence de plus en plus solitaire. Il n'est pas l'hôte exubérant que sa demeure suggère, mais un homme qui se réfugie dans les recoins les plus calmes de sa propre création. On le trouve le plus souvent dans la bibliothèque, non pas pour recevoir, mais pour lire, entouré de ses 10 000 volumes. Il passe ses journées à superviser les projets du domaine, la gestion scientifique de la forêt ou l'amélioration de ses fermes modèles, des entreprises qui sont pour lui des extensions de sa quête de perfection. Mais un poids invisible commence à marquer ses traits. La correspondance de l'époque révèle une préoccupation croissante pour les finances, des lettres discrètes à ses conseillers pour discuter de la vente d'actifs. Le visionnaire est confronté à l'arithmétique froide de sa vision. Le rêve est devenu un calcul quotidien. La réalité est que le domaine, conçu comme une utopie autosuffisante, est un gouffre financier. Les revenus de l'agriculture et de la sylviculture ne couvrent qu'une infime fraction des coûts d'exploitation. Chauffer les 250 pièces en hiver, entretenir les jardins conçus par Olmsted, payer les salaires de près de 80 domestiques et des centaines d'ouvriers agricoles représente une dépense annuelle astronomique, l'équivalent de plusieurs millions de dollars actuels. Pour maintenir Biltmore à flot, George est contraint de vendre discrètement des propriétés à New York et de liquider une partie de son portefeuille d'actions.
Le monument érigé pour célébrer la fortune Vanderbilt est en train de la dévorer de l'intérieur. Chaque réception somptueuse, chaque nouvelle acquisition d'œuvres d'art creuse un peu plus la dette, transformant le symbole de la puissance en une source de vulnérabilité. Face à l'idéalisme de son mari, Edith Vanderbilt incarne une forme de pragmatisme silencieux. Elle comprend, peut-être mieux que George lui-même, que le manoir n'est pas seulement un rêve, mais une entreprise complexe qui menace de s'effondrer. C'est elle qui gère les comptes du foyer avec une rigueur méticuleuse, qui supervise le personnel avec une main ferme mais juste, transformant le musée froid en un lieu de vie organisé. Elle tente d'instaurer une discipline financière, de freiner les dépenses, mais se heurte à l'échelle même du projet. Son rôle est celui d'une gardienne, luttant pour préserver l'héritage tout en mesurant son poids écrasant. Une tension subtile s'installe entre sa conscience aiguë de la réalité et la fuite en avant de son mari, une fissure émotionnelle qui double la fissure financière qui s'élargit sous leurs pieds. Les saisons rythment la vie du domaine, chacune apportant sa propre beauté et son propre fardeau. L'automne part les forêts d'or et de pourpre, mais annonce aussi la venue de l'hiver, et avec lui la consommation monstrueuse de charbon pour chauffer ne serait-ce qu'une fraction du manoir. La neige transforme Biltmore en un château de contes de fées, mais l'isole davantage, rendant les routes impraticables et accentuant le sentiment de réclusion. Le printemps et l'été voient les jardins exploser de couleurs, un chef-d'œuvre horticole qui exige le travail constant de dizaines de jardiniers. Chaque saison est une nouvelle démonstration de la splendeur du domaine, mais aussi un rappel implacable de son coût. La beauté de Biltmore n'est pas un état de grâce. C'est une bataille continuelle, une lutte épuisante contre le temps, l'entropie et la nature elle-même. Pendant que Biltmore tente de vivre hors du temps, le monde extérieur, lui, avance inexorablement. L'âge d'or, cette ère de capitalisme sans entrave et de fortune non taxée qui a rendu un tel projet possible, touche à sa fin. Un vent de réformisme politique souffle sur l'Amérique. Des voix s'élèvent pour dénoncer les inégalités extrêmes, et l'idée d'un impôt fédéral sur le revenu, autrefois impensable, gagne du terrain. En 1913, le 16e amendement est ratifié, changeant à jamais le paysage économique pour les ultra-riches. Pour un domaine comme Biltmore, dont la survie dépend d'un flux constant de revenus privés non imposés, c'est une menace existentielle. La forteresse que George Vanderbilt a construite pour s'isoler du monde moderne est sur le point d'être assiégée par la force la plus puissante de toutes, le changement historique. Le soir tombe sur la galerie des tapisseries. George Vanderbilt s'y tient parfois seul, dans le silence presque total de l'immense pièce. La lumière déclinante du crépuscule filtre à travers les hautes fenêtres, jetant une lueur blafarde sur les scènes de bataille et de chasse tissées il y a des siècles. Les héros de ces récits anciens semblent le regarder, témoins muets de sa propre lutte, plus silencieuse mais non moins féroce. Les grands lustres, encore éteints, pendent du plafond voûté comme des constellations de cristal mort, leurs facettes ne reflétant que l'obscurité grandissante. Dans ces moments, le manoir semble retenir son souffle. Le silence n'est plus celui de la paix, mais celui de l'appréhension. C'est le calme lourd et chargé d'électricité qui précède l'orage, la conscience que la magnifique machine si longtemps en mouvement commence à ralentir. La première fracture n'est pas une fissure dans la pierre, mais une absence soudaine au cœur du système. En mars 1914, lors d'un voyage à Washington, George Vanderbilt subit une appendicectomie d'urgence. L'opération semble être un succès, mais une complication post-opératoire, une embolie, l'emporte brutalement. Il n'a que 51 ans. La nouvelle frappe Biltmore comme un coup de foudre silencieux. Le rêveur a disparu, laissant son rêve suspendu, inachevé, soudainement vulnérable. Le silence qui s'installe dans les couloirs n'est plus celui contemplatif. C'est un silence lourd, funèbre, le silence d'une machine dont le moteur s'est arrêté net. La demeure, conçue pour projeter une image de permanence et de pouvoir dynastique, se retrouve orpheline de sa seule et unique raison d'être. Le cœur du domaine a cessé de battre, et le corps immense et magnifique commence imperceptiblement à se refroidir, abandonné à son propre poids. Pour sa veuve, Edith, le chagrin personnel est immédiatement submergé par la magnitude de la crise.
Elle n'hérite pas seulement un manoir, mais une économie entière, d'un royaume dont les fondations s'avèrent être faites de sable. Du jour au lendemain, elle devient la seule gardienne d'un fardeau de 250 pièces, de 125 000 acres de terre et surtout d'une dette colossale et mal définie. Les dîners silencieux dans la grande salle de banquet deviennent une épreuve de solitude. Les pièces, autrefois remplies par la vision de son mari, semblent désormais vastes, hostiles, leurs plafonds voûtés pesant sur elle de tout leur poids. Chaque décision, de la gestion du personnel à la vente d'un actif, lui incombe. Le rêve partagé est devenu sa responsabilité solitaire et écrasante. Elle doit désormais naviguer non seulement dans son propre deuil, mais aussi dans les décombres financiers d'une ambition qui a dépassé toutes les limites de la raison. Avec la disparition de George, le voile de l'illusion se déchire. Les livres de comptes, jusqu'alors le domaine privé du maître des lieux, sont ouverts et examinés avec une froideur clinique par les conseillers financiers. La vérité, longtemps masquée par des ventes d'actifs et des emprunts discrets, éclate au grand jour. Biltmore n'est pas seulement un gouffre financier, c'est une entité structurellement non viable. Les revenus générés par le domaine ne représentent qu'une fraction dérisoire de ses coûts d'opération annuels. Les lettres qui arrivent ne sont plus des invitations à des réceptions mondaines, mais des missives urgentes de banquiers et de créanciers. La poésie de l'architecture se heurte à la prose brutale de l'arithmétique. Le manoir, ce chef-d'œuvre de la culture, est réévalué non plus pour sa valeur esthétique, mais pour son passif, une dette qui menace d'engloutir le reste de la fortune Vanderbilt. La conséquence la plus immédiate est une retraite forcée, une contraction visible de la vie au sein du manoir. La grande machine autrefois si bien huilée commence à gripper. Pour la première fois, l'économie dicte la vie à Biltmore. Des ailes entières de la maison, comme l'opulente suite des célibataires, sont fermées, leurs portes scellées, leurs meubles recouverts de draps blancs qui prennent la poussière. Le personnel, autrefois une armée de près de 80 personnes, est réduit à un squelette d'équipe. Le son des pas pressés dans les couloirs de service s'estompe, remplacé par un écho vide. Chauffer l'intégralité du bâtiment devient un luxe impensable. Le domaine, conçu comme un théâtre de l'abondance, devient une étude sur la gestion de la pénurie. La splendeur est toujours là, mais elle est désormais figée, comme une exposition dans un musée qui n'a pas encore ouvert ses portes. Ce déclin interne se reflète à l'extérieur. Le statut social de Biltmore, et par extension de la famille, commence à s'éroder. Dans le monde impitoyable de l'élite de l'âge d'or, la perception de la solidité financière est tout. Les rumeurs sur les difficultés des Vanderbilt circulent dans les salons de Newport et de New York. Le manoir, autrefois l'objet d'une admiration teintée d'envie, est désormais regardé avec un mélange de pitié et de curiosité morbide. C'est le symbole d'un excès, une leçon sur les dangers de l'orgueil. L'isolement que George avait choisi, un isolement de splendeur, se transforme en un isolement de nécessité. La forteresse culturelle qu'il avait bâtie pour se protéger du monde devient une prison dorée, assiégée non par des armées, mais par la réalité économique et le jugement silencieux de ses pairs. La grandeur du nom Vanderbilt ne suffit plus à masquer la fragilité de l'héritage. Ainsi, la mort de George Vanderbilt ne marque pas seulement la fin d'une vie, mais la fracture irréversible d'un idéal. Le projet de Biltmore était fondé sur une vision personnelle et une fortune supposée illimitée. Avec la disparition de ces deux piliers, la structure entière perd son sens. Le manoir reste debout, un colosse de pierre et de marbre, mais son âme s'est retirée. Il n'est plus le foyer d'un visionnaire, mais un monument à une ambition démesurée, un mausolée magnifique et terriblement coûteux. La question n'est plus de savoir comment faire vivre le rêve, mais comment sauver l'artefact physique de sa propre insoutenabilité. Pour Edith et sa fille Cornelia, la lutte ne fait que commencer. Elles doivent affronter une vérité que George lui-même n'a peut-être jamais voulu voir. Son chef-d'œuvre, conçu pour l'éternité, était mortel depuis le premier jour. La décision qui scelle le destin de Biltmore n'est pas prise dans une salle de conseil, mais dans le silence d'une étude lambrissée. Tard dans la nuit, c'est Edith Vanderbilt, seule face aux piles de grands livres qui s'accumulent sur le bureau de son défunt mari. Dehors, un orage d'automne s'abat sur les Appalaches. Le vent siffle contre les vitraux et la pluie martèle l'ardoise des toits.
Chaque coup de tonnerre semble faire vibrer la structure même du manoir. À l'intérieur, la seule lumière provient d'une unique lampe de bureau, qui jette une lueur dorée sur des colonnes de chiffres implacables. Les documents ne mentent pas. Ils racontent une histoire non pas de richesse, mais d'hémorragie. Une décennie de dépenses dépassant de loin les revenus. La vérité, longtemps différée, longtemps masquée par l'optimisme et la passion, est devenue une évidence mathématique. Le rêve de George n'était pas seulement ambitieux, il était financièrement suicidaire. L'heure n'est plus à la préservation d'un idéal, mais à la simple survie. La décision est prise avec une lucidité née du désespoir. Edith, en consultation avec les fiduciaires de la succession, comprend qu'il n'existe qu'une seule voie pour éviter la faillite totale et la saisie du domaine. Il faut démanteler l'utopie pour sauver la maison. Le premier sacrifice est la terre. Près de 87 000 acres de la forêt méticuleusement gérée par son mari, ce projet de conservation scientifique qui était sa fierté, sont vendus au gouvernement fédéral américain. C'est une amputation massive, le cœur du domaine cédé pour une fraction de sa valeur spirituelle. Cet acte, bien que présenté comme un geste de philanthropie pour créer le noyau de la future forêt nationale de Pisgah, est avant tout un acte de reddition. C'est l'aveu que le royaume ne peut plus subvenir à ses propres besoins. La vente apporte un répit financier temporaire, mais elle brise l'intégrité du rêve originel. Biltmore n'est plus un monde autosuffisant, c'est une île qui se rétrécit. Le changement se propage ensuite à l'intérieur des murs, comme une onde de choc silencieuse. L'armée de domestiques, autrefois le moteur invisible de la perfection, est décimée. Des dizaines d'employés, dont certains ont passé toute leur vie au service du domaine, sont remerciés avec une dignité froide. Leurs pas pressés dans les couloirs de service s'évanouissent, remplacés par un silence pesant. Des ailes entières du manoir sont fermées, les portes verrouillées, les meubles précieux recouverts de bras fantomatiques. La grande salle de banquet, autrefois théâtre de réceptions fastueuses, est plongée dans une obscurité permanente. Les cuisines, jadis assourdissantes d'activité, deviennent des cathédrales de métal froid et silencieux. Le manoir, conçu pour être un organisme vivant de vie, commence à se replier sur lui-même, protégeant ses organes vitaux en sacrifiant ses membres. La splendeur demeure, mais elle est désormais figée, une beauté sous anesthésie. Puis vient la décision la plus radicale, la plus impensable pour l'homme qui avait construit cette forteresse pour s'isoler du monde. Face à la Grande Dépression qui paralyse le pays et achève des derniers vestiges de la fortune, Cornelia Vanderbilt, la fille unique de George et Edith, prend une mesure désespérée pour générer des revenus. En 1930, le sanctuaire devient une attraction. Biltmore ouvre ses portes au public. Les barrières sont installées, une billetterie est mise en place. Les voitures des touristes, des gens ordinaires fascinés par ce vestige d'une époque révolue, commencent à serpenter dans l'allée que seuls les calèches de l'élite avaient autrefois empruntée. Le regard du public pénètre dans les pièces sacrées, la bibliothèque, la salle de banquet, transformant l'espace privé en un spectacle commercial. C'est l'ultime paradoxe. Pour sauver le rêve d'un homme qui fuyait le commerce, sa famille doit le vendre au détail. Cette ouverture au public est une rupture fondamentale, une transformation irréversible de l'identité du lieu. Le manoir n'est plus la résidence privée d'une dynastie, mais un monument géré, un musée de sa propre histoire. Les salles ne sont plus des espaces de vie, mais des expositions. Les objets d'art, autrefois possessions personnelles, deviennent des pièces de collection étiquetées. Le silence contemplatif que George Vanderbilt avait tant chéri est remplacé par le murmure des foules, le déclic des appareils photos et les explications des guides. La famille se retire dans des appartements privés, devenant des étrangers dans leur propre maison, des gardiens d'un héritage qui ne leur appartient plus tout à fait. L'acte de survie est aussi un acte de dépossession. Le manoir est sauvé physiquement, mais son âme, l'intention première de son créateur, est à jamais perdue, dissoute dans le regard de milliers d'inconnus. La révélation finale n'est donc pas celle d'un secret caché ou d'une trahison, mais une vérité économique d'une simplicité brutale. Le rêve de Biltmore était une anomalie, une magnifique impossibilité rendue possible par une fenêtre historique unique qui s'était refermée. La mort de George Vanderbilt n'a été que le catalyseur qui a forcé la confrontation avec cette réalité. Le colosse de pierre, conçu pour défier le temps, s'est avéré extraordinairement vulnérable aux forces bien plus puissantes de l'économie et du changement social.
La splendeur de la façade est restée intacte, mais derrière elle, tout a changé. Le château n'était plus une forteresse, mais une scène de théâtre ouverte à tous. Le rêve privé était devenu une entreprise publique. Le chef-d'œuvre avait survécu en devenant son propre contraire. La transformation de Biltmore en attraction publique n'est pas une simple transaction commerciale, c'est une abdication. La famille Vanderbilt, autrefois souveraine de ce royaume, se retire dans des appartements privés, devenant des locataires discrets dans leur propre palais. Des cordons de velours rouge apparaissent, traçant des chemins pour les visiteurs et créant une frontière invisible mais infranchissable entre le passé et le présent. Des pièces entières, jugées trop coûteuses à entretenir ou trop intimes pour être exposées, restent fermées, leurs portes verrouillées sur des décennies de silence et de poussière. Lentement, le manoir se vide de son essence. Les objets personnels, les bibelots qui racontent une histoire familiale, sont soit mis sous vitrine, soit discrètement vendus pour financer les réparations urgentes du toit ou de la plomberie. La maison n'est plus un organisme vivant, elle devient un corps magnifiquement embaumé, préservé pour l'étude, sa chaleur et son âme sacrifiées pour la survie de sa structure physique. Pour les descendants, et en particulier pour Cornelia, la fille de George, l'héritage est un fardeau à la fois magnifique et empoisonné. Vivre à Biltmore n'est plus un privilège, mais une performance. Chaque sortie dans les jardins, chaque réception privée est observée, jugée à l'aune de la grandeur passée. Il y a une nostalgie omniprésente pour une époque qu'ils n'ont jamais vraiment connue, une vie d'opulence sans effort dont ils ne connaissent que les factures. L'ambition de leur ancêtre, autrefois célébrée comme une vision, est désormais perçue avec une lucidité douloureuse, un rêve sublime mais égoïste, une quête de perfection qui a hypothéqué l'avenir de sa propre lignée. La honte se mêle à la fierté, le regret à la responsabilité. Ils ne sont plus les maîtres du domaine, mais ses gardiens, enchaînés à la préservation d'un chef-d'œuvre qui est aussi le monument de l'imprudence de leur famille. Le destin de Biltmore est intimement lié aux grandes marées de l'histoire américaine du XXe siècle. Le manoir, né de l'individualisme forcené de l'âge d'or, ne survit qu'en s'adaptant aux forces collectives qu'il avait été conçu pour ignorer. La Grande Dépression, puis l'essor de la classe moyenne et l'avènement du tourisme de masse transforment radicalement sa fonction. La forteresse, conçue pour se protéger du monde moderne, devient une destination de loisirs, un produit de consommation pour cette même modernité. Son isolement, autrefois un symbole de statut, devient son principal atout commercial. Biltmore devient ainsi un paradoxe vivant, un vestige de l'aristocratie américaine conservé et financé par la curiosité démocratique du peuple. Il n'est plus un acteur du pouvoir, mais un décor, une relique spectaculaire d'un monde de privilèges que la société a à la fois détruit et choisi de préserver comme un souvenir fascinant. La conversion en musée n'est pas un événement unique, mais une lutte de plusieurs décennies contre l'entropie. Chaque année, la simple maintenance du colosse de pierre représente un défi logistique et financier colossal. Restaurer une seule des tapisseries flamandes coûte une fortune. Réparer les 1700 mètres carrés de toiture en ardoise est un projet pharaonique. La famille doit apprendre un nouveau langage, celui du marketing, de la gestion hôtelière et de la collecte de fonds. Le nom Vanderbilt, autrefois synonyme de puissance financière, devient une marque, exploitée pour vendre des billets d'entrée, des bouteilles de vin du domaine et des souvenirs dans la boutique. La splendeur sans effort qui définissait Biltmore à son apogée est remplacée par un effort constant, calculé et transparent. La magie s'est dissipée pour laisser place à la mécanique de la survie, une bataille quotidienne pour que la façade de la grandeur ne s'effrite pas. Aujourd'hui, le manoir se dresse comme un témoin silencieux, sa signification transformée par le passage du temps. Ce n'est plus seulement la maison de George Vanderbilt, c'est un miroir tendu à l'Amérique, reflétant sa fascination complexe pour la richesse, le pouvoir et l'échec. Les grands lustres de cristal, qui autrefois éclairaient les visages de l'élite industrielle, reflètent désormais les milliers de visages anonymes, des touristes, chacun cherchant un aperçu d'un rêve inaccessible. Le silence de la bibliothèque est rompu par le murmure des visites guidées. L'ambition démesurée de son créateur est devenue une leçon d'histoire, un spectacle à la fois admiré pour sa beauté et disséqué comme une étude de cas sur l'orgueil. Biltmore est un fantôme magnifique, un lieu où la splendeur du passé et la commercialisation du présent coexistent dans une tension permanente et mélancolique. Le domaine a donc survécu, mais en devenant son propre contraire.
Le refuge privé, conçu pour fuir le regard du public, dépend désormais entièrement de ce regard pour exister. Le monument à la permanence d'une dynastie est devenu une entreprise, sa survie assurée non pas par un héritage, mais par des revenus. La quête de George Vanderbilt pour un héritage de culture et de beauté a abouti, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son rêve personnel dissout dans la mémoire collective. Biltmore se dresse aujourd'hui non pas comme le triomphe d'un homme sur le temps, mais comme le témoignage durable de la façon dont le temps redéfinit inévitablement toutes les ambitions humaines. Découvrez les secrets qui se cachent derrière d'autres grandes demeures.